Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà fait la réflexion, n'est-ce pas? Certaines personnes, elles entrent dans une pièce et hop, elles attirent tout le monde, comme ça, sans effort. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le livre de Leigh Lond, Comment être une personne magnétique, pour essayer de percer les secrets de ce charisme qui paraît si naturel. Alors voilà, c'est la grande question. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un aimant à personne? On a tous cette image en tête, hein, la personne qui arrive et capte instantanément l'attention. Mais c'est quoi leur secret? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Et avant même de parler des autres, Leigh Lond nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, cette espèce de bataille permanente. D'un côté, il y a cette envie de créer du lien, d'aller vers les autres. Et de l'autre, il y a cette petite voix, ce critique intérieur qui nous freine, qui nous dit « Laisse tomber, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à toi ?» Eh bien, c'est précisément ce conflit qu'on va tenter de désamorcer. Bon, alors, venons-en au fait. Le fameux secret des personnes magnétiques. On commence tout de suite avec la première et peut-être la plus grande des révélations. Et la première chose à faire, c'est de jeter tous les clichés à la poubelle. Non, ce n'est pas une question de beauté, de compte en banque ou de QI. On peut être tout ça et ne dégager absolument rien. Le vrai secret, il est ailleurs. Et cet ailleurs, eh bien, ça se trouve à l'intérieur. Tout part de la confiance en soi. Mais attention, attention, hein, pas n'importe comment. C'est vraiment ça, la fondation, la base de tout le reste. Parce qu'il y a confiance et confiance. On connaît tous la version extrême, un peu caricaturale, le boxeur qui crie sur tous les toits qu'il va démolir son adversaire. Bon, c'est une forme de confiance, oui, mais c'est bruyant, c'est agressif, c'est plus de la frime qu'autre chose en fait. Non, la vraie confiance, celle qui attire, elle est beaucoup plus discrète, plus profonde. Pensez à l'histoire de la petite locomotive qui n'arrête pas de se dire « je crois que je peux, je crois que je peux ». C'est ça. C'est une conviction intérieure, calme, qui n'a pas besoin de faire de bruit pour exister. C'est juste savoir, au fond de soi, qu'on a de la valeur. Ok, maintenant qu'on a la base, on passe au concret, aux techniques. Et ce qui est fou, c'est de voir que souvent, tout se décide dans les premières secondes d'une rencontre, avant même d'avoir ouvert la bouche. Prenons le sourire, par exemple. On connaît tous ce sourire un peu forcé, un peu plastique. Le sourire bonjour au revoir qu'on sort presque par automatisme. Il est tellement rapide, tellement mécanique qu'au final il ne connecte à rien. Au contraire, on sent bien qu'il y a un truc qui cloche. Pour illustrer ça, l'autrice raconte une anecdote géniale. Imaginez un vieil homme, le genre super grincheux, dans une salle d'attente. Personne n'arrive à le dérider. Et là, un bébé le regarde et lui fait un sourire. Mais pas n'importe lequel. Un sourire qui prend son temps pour arriver, qui s'élargit doucement, qui vient vraiment du fond. Et là, miracle, le visage du vieil homme s'illumine complètement. Voilà le secret, le sourire lent et débordant. L'idée, c'est de ne pas sourire tout de suite. D'abord, on regarde la personne dans les yeux, on attend une petite seconde, et seulement après, on laisse le sourire apparaître et inonder le visage. Ça change tout. Ça donne l'impression que ce sourire est spécial, qu'il est juste pour cette personne. Même chose pour la poignée de main. C'est un véritable ballet en fait. Premier temps, on regarde la personne dans les yeux. Deuxième temps, la main bien verticale, paume contre paume. Ni au-dessus pour dominer, ni en dessous pour se soumettre. Ensuite, on applique la même pression que l'autre. 2 petites secousses, c'est tout. Et le petit plus, on se penche très légèrement en avant. Ça montre qu'on est vraiment là, engagé dans l'instant. Bon, on a vu le corps. Passons maintenant aux mots, à la conversation. Et là, il y a une idée assez contre-intuitive qui ressort. Pour devenir un excellent communicant, le plus important, ce n'est pas de bien parler, c'est de bien écouter. Et Leigh Lond a des métaphores assez marrantes pour ça. Elle explique que de manière générale, les hommes préfèrent une écoute comme un clou, c'est-à-dire on se tait et on écoute jusqu'au bout, sans couper. Les femmes, elles, apprécieraient plus une écoute comme un canard qui plonge. On ponctue de petits ah oui, je vois » pour montrer qu'on suit, qu'on est connecté. Et quand vient notre tour de parler, là, il y a ce qu'elle appelle le style des gagnants. C'est simple. Premièrement, on répond assez vite, on ne laisse pas de blanc. Deuxièmement, on fait des réponses complètes, pas juste oui ou non. Troisièmement, on met de l'énergie dans sa voix. Et enfin, le plus important, on termine toujours sa phrase en renvoyant la balle, avec une question. Maintenant, on va creuser encore un peu plus. On va parler de la chimie, de la biologie de l'attraction. Et là, franchement, c'est assez bluffant. Le fameux coup de foudre. On en parle dans les films, dans les chansons. Mais est-ce que ça existe pour de vrai? Ou est-ce que c'est juste une belle histoire? Eh bien, la science a son mot à dire là-dessus. Et la réponse est oui, ça existe. Mais ce n'est pas magique, c'est chimique.
Quand on a un coup de foudre, notre cerveau est littéralement inondé d'une substance, appelée la PEA. C'est une sorte d'amphétamine naturelle que notre corps fabrique. C'est ça qui nous donne cette sensation d'euphorie, qui nous fait planer, qui nous rend complètement obsédés par l'autre personne. Mais il y a un petit détail qui a son importance. Ce shoot de PEA, cette euphorie des débuts, ça ne dure pas éternellement. En moyenne, ça dure entre 1 an et demi et 3 ans. Après, le corps s'habitue et le niveau redescend. Ce n'est pas que l'amour disparaît, attention, c'est juste que le trip chimique du début, lui, il s'arrête. Allez, pour terminer, on va prendre un peu de hauteur. Parce que devenir magnétique, ce n'est pas juste une question de rencontre d'un soir. C'est aussi, et surtout, une question de construire quelque chose de solide sur le long terme. Un vrai réseau de soutien. Et pour ça, l'autrice utilise une métaphore que je trouve géniale, celle de la table ronde. L'idée, c'est d'arrêter d'être passif, d'arrêter d'attendre que les amis parfaits nous tombent du ciel. Non, il faut être proactif. Il faut recruter, en quelque sorte, les chevaliers de sa propre table ronde. Attention, l'idée n'est pas du tout d'être calculateur ou d'utiliser les gens. Pas du tout. L'idée, c'est de s'entourer de personnes aux compétences et aux qualités variées qui pourront nous soutenir et qu'on pourra soutenir en retour. L'ami qui est avocat, celui qui est médecin, celui qui est doué pour la mécanique, ou simplement celui qui a une oreille attentive. Chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question à se poser à soi-même. Si on regarde son propre cercle d'amis, sa propre vie, qui sont les chevaliers qui sont déjà assis à notre table ronde? Qui sont nos piliers? Et peut-être plus important encore, de qui ou de quoi aurions-nous besoin en plus? Quel siège est encore vide? Répondre à ça, c'est peut-être le premier pas, non seulement pour devenir une personne magnétique, mais pour bâtir autour de soi un entourage vraiment solide et épanouissant.